vous parler aujourd'hui d'un artiste intemporel de Montmartre, Jean Paul. Jean Paul est un artiste qui a énormément produit. Ses œuvres sont le reflet de sa vie, de ses rencontres et de ses amitiés. Alors, avant de nous attarder sur sa cote en vente aux enchères publiques, revenons à la vie de Jean Paul, un véritable roman. Jean Paul est né dans la rue Le Pic, au cœur de Montmartre. Jean Paul commence à peindre dès son plus jeune âge. Il fréquente un temps l'école des beaux-arts, mais reste définitivement un gamin de Montmartre qui parcourt son pavé. Il peint sur des boîtes à cigares abandonnées en utilisant comme modèle des suppléments colorés de l'illustration. C'était en 1913. Au début de la Première Guerre mondiale, il se porte volontaire et est blessé. Un an plus tard, une deuxième blessure entraîne l'amputation de sa jambe droite. À la fin de l'année 1916, il reçoit une jambe artificielle et réapprend à marcher. De retour à Paris, il reçoit la Croix de guerre pour sa bravoure et se marie à Fernande. Sa première peinture à l'huile, le moulin de la Galette vu de sa fenêtre, date exactement de cette même année. Alors, ses premières œuvres ne sont pas très faciles à identifier car il a peint de nombreuses vues de Paris pour satisfaire des clients qui voulaient un tableau dans le style d'un tel ou d'un tel. Il fallait vivre. En fait, l'idée de travailler comme un peintre n'avait pas encore effleuré son esprit. Ses premières tentatives pour trouver un emploi en 1916 consistaient à essayer de travailler dans les rues de Montmartre, un peu comme il l'avait fait d'ailleurs avant la guerre, mais ses limitations physiques rendaient cela extrêmement difficile. Isolé pendant la journée, alors que Fernande, son épouse, est au travail et ne disposant que d'un petit revenu personnel, Jean Paul se remet progressivement à dessiner. Lorsque son vieil ami Grenouille lui propose de vendre ses croquis du quartier pour lui, Jean Paul est ravi et une carrière est née. Au début, les dessins ne se vendaient que quelques francs l'unité, mais en quelques mois, le prix est passé à 6 francs et les croquis se muent en aquarelle et en gouache. Dans ce premier élan d'excitation à l'idée de vendre ses œuvres, Jean Paul signe ses œuvres de différents pseudonymes. On trouvera Élisée Brûlé et Armand Coty pour n'en citer que deux. À cette époque, d'un point de vue stylistique, ses œuvres ressemblent surtout à celles d'Honoré Daumier ou d'Amadeo Modigliani, non pas parce qu'elles sont ses préférées, mais parce que là encore, les touristes aiment ces styles. En 1917, l'artiste décide qu'il est temps de revendiquer son propre style et son propre nom. C'est alors qu'il commence à signer ses œuvres sous le nom de Jean Paul. Pourquoi Jean Paul? Un nom qui lui semble américain et donc vendeur. C'est en 1918 qu'il signe pour la première fois une toile Jean Paul. En 1920, il expose au Salon d'automne, restant fidèle à cette institution, et au Salon des indépendants. 2 ans plus tard, Jean Paul élargit encore son répertoire en travaillant comme graveur pour Eugène Delattre, l'éminent graveur et imprimeur. Comme Jean Paul, Delattre dépeint souvent des scènes de la vie montmartroise et il espère en fait encourager son collègue à considérer les estampes comme une source possible de revenus. En 1922, il a terminé les aquateintes de 40 scènes différentes du quartier qui ont été publiées dans un album à tirage limité intitulé Autour de nos moulins. L'amour de Jean Paul pour le théâtre refait également surface au début des années 20. Il fréquente les matinées du jeudi au Cirque Medrano, où il se lie d'amitié avec plusieurs des clowns qui sont devenus de véritables amis personnels et des compagnons de boisson ainsi que des modèles pour les peintures de Jean Paul. Les peintures de clowns attirent d'ailleurs un large éventail d'acheteurs. Au fil de la décennie, Jean Paul prend confiance en ses œuvres. Il commence à exposer régulièrement au Salon d'automne et au Salon des indépendants en 1920, trouvant non seulement l'acceptation, mais aussi le soutien de ses collègues associés au Salon. Un an plus tard, l'État achète son tableau de la Place Pigalle pour 300 francs, signe évident que le monde artistique officiel de Paris soutient son travail. Au milieu des années 20, les peintures de Jean Paul sont exposées à Londres et à Anvers. Le plus excitant cependant est son premier voyage à New York à l'été 1924. L'objectif était d'alors d'étudier le marché de l'art américain, de se renseigner sur les galeries de la ville, bien sûr d'explorer les États-Unis. Comme la plupart des Parisiens, il était déjà séduit par le jazz afro-américain qui remplissait les rues et les clubs de Paris dans les années 20, et il était impatient d'en apprendre davantage sur la culture qu'il avait produite. Comme l'était son père, Jean Paul est un musicien amateur, il joue du cornet et fréquente régulièrement les clubs de jazz de Montmartre.
La carrière de Jane Paul commence à s'épanouir au milieu des années 20. L'atelier de Jane Paul est devenu un véritable lieu de rencontre pour de nombreux artistes, musiciens, écrivains et interprètes du quartier désireux de discuter des derniers événements dans la communauté artistique, mais il y avait également le collectionneur occasionnel ou le touriste qui était charmé de trouver un atelier d'artiste ouvert au public. Le galeriste Henry Bing ouvre un autre espace pour le travail de Jane Paul lorsqu'il propose une exposition personnelle dans sa galerie près des Champs-Élysées. L'exposition comprend alors 40 toiles et un important catalogue d'expositions contenant un essai de Bing sur le rôle de Jane Paul dans le contexte de l'art contemporain. L'exposition est un véritable succès, notamment parce qu'elle débouche sur un contrat d'1 an avec Georges Bernheim, dont la galerie de la rue Faubourg-Saint-Honoré rendra l'artiste visible à des collectionneurs encore plus avertis. Les années 30 ont apporté quelques changements significatifs dans la vie de Jane Paul, notamment sa nouvelle amitié avec le docteur Louis Destouches, plus connu sous le nom de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Comme Jane Paul, Céline a combattu dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale et a été gravement blessée. L'amitié entre Jane Paul et Céline a probablement été l'une des plus importantes dans la vie des deux hommes, mais elle est devenue de plus en plus difficile lorsque Céline s'est engagée à promouvoir ses idées plus que controversées, qui engendrera la rupture définitive entre les deux hommes. De nombreuses années plus tard, en octobre 1934, Jane Paul reçoit la Légion d'honneur pour les services militaires rendus à son pays. Le traumatisme de son expérience l'a laissé avec ce que l'on appelle aujourd'hui le syndrome de choc post-traumatique, un état pour lequel il n'existe aucune thérapie à l'époque. Alors que la situation politique en Europe se dégrade au cours de la décennie, les pertes personnelles de Jane Paul s'accumulent également. Suzanne Valadon, qui avait été un soutien de la première heure et une amie de longue date, disparaît en 1938. Son épouse meurt en 1939. La guerre éclate. Montmartre, comme cela a toujours été son habitude, est resté Montmartre. Jane Paul rouvre son atelier, recommence à organiser ses réunions du dimanche matin. Les cabarets et les restaurants sont occupés, bien qu'avec plus d'Allemands que personne n'aime vraiment, mais ils maintiennent néanmoins un semblant de normalité. Les récits d'une résistance silencieuse abondent. Le célèbre cabaret Lapin Agile a rouvert en 1941 et selon l'histoire, les propriétaires ont servi les soldats de la Wehrmacht tout en abritant un médecin juif dans les coulisses. Retour à New York après la guerre où il est accueilli par Maurice Shalom qui le présente à des collectionneurs américains et lui commande une série de tableaux sur le thème de Central Park pour la somme remarquable de $6 000. Un tel accueil ne fait que confirmer l'attachement de Jane Paul à New York, qui semble véritablement correspondre à son goût pour la vie urbaine animée. Il y retourne en mai 1948 pour un voyage de noces avec sa nouvelle épouse. Mais immédiatement après sa lune de miel, elle demande le divorce et déménage. Alors, mis à part son mariage mal conçu, les années d'après-guerre sont pleines de nouveaux défis et de succès. Les réunions du dimanche matin dans l'atelier de Jane Paul sont toujours aussi populaires et à mesure que sa propre réputation s'étend, un nombre croissant de jeunes artistes lui demandent des cours. Alors Jane Paul protestait qu'il n'était absolument pas qualifié pour enseigner, mais il a fini par comprendre que les étudiants voulaient ses conseils, ses avis sur leur travail plutôt qu'une éducation formelle ou technique. Après cela, il a ouvert le studio aux étudiants 2 fois par semaine. Tout au long des années 1950 et 1960, les tableaux de Jane Paul sont très demandés. Ses ventes à New York, Chicago, Los Angeles sont excellentes et ses œuvres sont perpétuellement populaires à Montmartre. L'un des moments forts de ces années est une exposition personnelle à New York où il reçoit de nombreux amis, clients et célébrités à l'hôtel Langwell. Jane Paul est dans son élément lorsque sa vieille amie Edith Piaf passe le voir pour lui présenter un jeune chanteur prometteur, Charles Aznavour. À la fin des années 60, Jane Paul a largement dépassé les 70 ans et le monde qui l'entoure change très rapidement. Ses amis les plus proches disparaissent, ses lithographies et ses gravures sont en cours d'être exécutées et il avait un fils qu'il voyait que très rarement. Bref, Jane Paul continue tout de même à travailler, à divertir ses amis, à apprécier le jazz alors qu'il approche de la 8e décennie de sa vie.
Il meurt en 1975, un peu plus d'un mois avant son 80e anniversaire. Alors revenons à notre propos, quelle est la cote de Jane Paul en vente aux enchères publiques? Ce qui reste définitivement le plus connu sur le marché de l'art sont les œuvres sur papier qui peuvent être de qualité d'ailleurs assez inégale, dont les adjudications s'étirent entre quelques centaines d'euros jusqu'à 2 500 euros. Les huiles sur toile établissent une cote certaine entre 5 et 8 000 euros, dont quelques-unes dépassent les 10 000 euros et pour certaines pièces 16 000 euros. Cependant, certains tableaux n'atteignent pas 1 000 euros. Les œuvres des années 20 à 1950 demeurent les plus recherchées. Nous avons également évoqué dans cette vidéo les estampes de Jane Paul qui ne dépassent malheureusement guère que quelques centaines d'euros. Alors, si vous possédez une œuvre de Jane Paul, nous vous communiquons gratuitement une estimation en vue de vente aux enchères. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt sur expertisé.com.